Lorsqu'un traitement de fertilité pour un milliardaire tourne mal, une femme de ménage aux prises avec des difficultés financières se retrouve enceinte de son enfant de manière inattendue, alors qu'un scandale éclate, secret, mensonge et amour entrent en collision, changeant à jamais la vie de chacun. Pourront-ils transformer une erreur en miracle? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Rose Dubois attacha ses cheveux foncés et bouclés en un chignon soigné, alors qu'elle se précipitait dans les couloirs scintillants de la clinique de fertilité la plus chère de Paris. Même après 6 mois de travail comme membre du personnel de nettoyage, elle se sentait toujours déplacée parmi les sols en marbre et les lustres en cristal. Mais un emploi était un emploi, et à 23 ans, elle ne pouvait pas se permettre de faire la fine bouche. « Rose, n'oubliez pas de nettoyer le bureau du docteur Dubois avant le déjeuner », lui lança sa superviseure. « Il a des patients importants qui arrivent aujourd'hui. »« Oui, Madame Lefebvre », répondit Rose, poussant son chariot de nettoyage vers le bureau du médecin. La matinée passa comme les autres, jusqu'à ce que Rose ressente une douleur vive et familière dans le bas-ventre. Elle avait ces terribles crampes depuis des mois, mais elle ne pouvait pas se permettre de consulter un médecin. Aujourd'hui, cependant, la douleur était pire que jamais. « Rose, ça va ?» Le docteur Jean-Pierre Dubois la trouva courbée près de son bureau. C'était un homme gentil d'une 50aine d'années qui, contrairement à la plupart des autres médecins de la clinique, traitait toujours le personnel avec respect. « Ça va, docteur Dubois ?» essaya de se redresser Rose, mais une autre vague de douleur la frappa. « Des bêtises. Entrez dans mon bureau. Laissez-moi vous examiner. » Pendant que le docteur Dubois examinait Rose, le couple Delacroix attendait dans le hall. Maxime Delacroix était assis raide dans son costume italien, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. À 45 ans, il était l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères de Paris. Son épouse, Vanessa Moreau, 10 ans plus jeune que lui, faisait défiler son téléphone, ses chaussures Louboutin tapant impatiemment sur le sol. « Monsieur et Madame Delacroix ?» appela l'infirmière. « Nous sommes prêts pour votre échantillon maintenant. » Maxime serra la main de Vanessa. Ils savaient tous les deux ce qui était en jeu. Son traitement contre le cancer commencerait la semaine prochaine, et il devait conserver son sperme s'il voulait avoir des enfants à l'avenir. « Tout ira bien, chérie, » dit Vanessa, mais ses yeux étaient déjà rivés sur son téléphone. Pendant ce temps, le docteur Dubois termina l'examen de Rose. « Ses symptômes sont préoccupants. Nous devons effectuer des tests immédiatement. »« Mais docteur Dubois, je ne peux pas me permettre. » « Ne vous inquiétez pas pour ça. Considérez cela comme un travail pro bono. » Il rédigea les ordonnances pour plusieurs tests, dont une échographie. Cet après-midi-là, la clinique était exceptionnellement occupée. Le docteur Dubois travaillait depuis 12 heures d'affilée lorsqu'il alla effectuer la procédure de Rose. Son infirmière avait appelé malade et il s'occupait de tout seul. Dans sa fatigue, il fit une erreur qui changerait à jamais plusieurs vies. 2 semaines plus tard, Rose était de nouveau assise dans le bureau du docteur Dubois, les mains tremblantes alors qu'elle tenait les résultats des tests. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Comment puis-je être enceinte? Je n'ai été avec personne depuis plus d'1 an. » Le visage du docteur Dubois était blême. « Rose, il y a eu une terrible erreur. Pendant votre examen, j'ai utilisé le mauvais échantillon. C'était destiné à la FIV pour une autre patiente. » Rose sentit la pièce tourner. « Que dites-vous? Le père de votre bébé est Maxime Delacroix. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Rose savait qui était Maxime Delacroix. Tout Paris le savait. Son visage était toujours dans les pages économiques, et son épouse Vanessa était une habituée des magazines de société. « Il y a des solutions, » dit prudemment le docteur Dubois. « La clinique est prête à vous offrir une compensation généreuse si vous choisissez d'interrompre. »« Non, » dit immédiatement Rose, sa main se déplaçant pour protéger son ventre. « Je ne ferai pas ça. »« Rose, veuillez comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Monsieur Delacroix est un homme très puissant. C'est mon bébé, » dit Rose en se levant. Sa voix tremblait mais était ferme. « Je me fiche de qui est le père ou de combien d'argent vous m'offrez. Je garde mon bébé. » Le docteur Dubois s'affaissa sur sa chaise. « Alors que Dieu nous aide tous. » Ce soir-là, alors que Rose prenait le métro pour rentrer dans son petit appartement à Saint-Denis, elle réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé en un instant. Elle pensait à sa mère, qui l'avait élevée seule, tout en travaillant, à 3 emplois, qui lui avait appris à défendre ce qui était juste. « Je vais te protéger », murmura-t-elle à son enfant à naître. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Mais Rose n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Dans le penthouse de la Tour Eiffel, le docteur Dubois passait déjà l'appel téléphonique redouté à Maxime Delacroix.
Et Vanessa Moreau, entendant la voix choquée de son mari, était déjà en train de comploter pour détruire la femme qui menaçait tout ce pourquoi elle avait travaillé. La tempête était sur le point de commencer et Rose Dubois, la discrète, femme de ménage qui n'avait jamais voulu causer de problème, était sur le point de devenir le centre d'un scandale qui secourait l'élite parisienne jusqu'à ses fondations. Maxime Delacroix se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant l'horizon parisien sans vraiment le voir. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait son téléphone, les mots du docteur Dubois résonnant encore dans ses oreilles. Une femme. De ménage? La voix de Vanessa coupa le silence comme un couteau. Vous me dites qu'une femme de ménage porte votre enfant. C'était une erreur à la clinique, dit Maxime en se tournant vers sa femme. Elle avait l'air parfaite comme toujours dans son tailleur de créateur, mais son visage était déformé par la rage. Une erreur? Vanessa rit amèrement. La seule erreur a été de faire confiance à cette clinique de second ordre que vous avez insisté à utiliser. Nous aurions dû aller à Monaco comme je l'avais suggéré. Vanessa, s'il te plaît. N'ose pas me dire « Vanessa, s'il te plaît ». Elle prit un vase en cristal sur son bureau et le lança contre le mur. As-tu une idée de ce que cela va nous faire, à notre réputation? Pendant que les Delacroix se disputaient dans leur bureau de luxe, Rose était assise dans sa minuscule cuisine, essayant de manger des biscuits pour calmer son estomac. Les nausées matinales l'avaient durement frappée, et elle avait déjà vomi 2 fois au travail aujourd'hui. Son téléphone sonna. C'était sa meilleure amie, Chloé. « Ma fille, tu ferais mieux d'allumer la télé tout de suite, » dit Chloé. TF1. Le cœur de Rose s'arrêta lorsqu'elle vit les nouvelles. La voilà dans son uniforme de nettoyage, prise sur des images de vidéosurveillance quittant la clinique de fertilité. Le titre disait « Une femme ». De ménage réclame le bébé d'un milliardaire. Des sources affirment que la femme, identifiée comme Rose Dubois, refuse une compensation généreuse. Disait le reporter, la famille Delacroix a refusé de commenter ces allégations. Le téléphone de Rose a commencé à sonner sans arrêt. Les journalistes avaient somehow obtenu son numéro. Elle l'éteignit, les mains tremblantes. À la clinique, le docteur Dubois était confronté à son propre cauchemar. Le Conseil national de l'Ordre des médecins l'avait suspendu en attendant une enquête. Ses collègues ne le regardèrent pas dans les yeux. 25 ans de réputation partis en un instant. « Jean-Pierre, dit sa femme Sophie ce soir-là, tu dois dire la vérité sur ce qui s'est passé. » La vérité? Il rit amèrement. La vérité, c'est que j'étais épuisé, surmené. La clinique continue de réduire le personnel pour économiser de l'argent, et je faisais le travail de 3 personnes ce jour-là. Mais rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Le lendemain matin, Rose essaya d'aller travailler comme d'habitude. Mais dès qu'elle sortit du métro, les journalistes l'encerclèrent. « Mademoiselle Dubois, est-il vrai que vous exigez de l'argent des Delacroix? Avez-vous planifié cette grossesse? Essayez-vous de piéger monsieur? » Delacroix. Rose les poussa, les larmes coulant sur son visage. Lorsqu'elle arriva enfin à la clinique, Madame Lefebvre l'attendait avec une expression froide. « Je suis désolée, Rose, mais nous devons te licencier. Cette publicité, ce n'est pas bon pour la clinique. Mais j'ai besoin de ce travail, supplia Rose. Je suis enceinte. Qui va m'embaucher maintenant? Tu aurais dû y penser avant de causer tous ces problèmes, dit Madame Lefebvre en se détournant. Pendant ce temps, dans le manoir Delacroix, Maxime était confronté à la réaction de sa propre famille. Sa mère, Élise Delacroix, était assise majestueusement dans son fauteuil roulant, ses cheveux blancs parfaitement coiffés, son expression orageuse. « Il faut s'occuper de cette fille, » déclara Élise. « J'ai déjà appelé nos avocats. Ils lui feront une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Maman, on ne peut pas simplement... On peut et on le fera, la coupa Élise. Je n'ai pas passé 40 ans à bâtir la réputation de cette famille pour qu'elle soit détruite par une femme de ménage avide d'or. Elle porte mon enfant, dit Maxime doucement. Ce truc n'est pas ton enfant, lança Vanessa. Tes enfants seront ceux que je te donnerai, une fois que tu auras terminé ton traitement contre le cancer. Maxime regarda sa femme, la regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Quand était-elle devenue si froide? Ou avait-elle toujours été comme ça, et il ne l'avait tout simplement jamais remarqué? Plus tard, ce jour-là, Rose ouvrit sa porte pour trouver 2 hommes en costume coûteux. « Mademoiselle Dubois, nous représentons la famille Delacroix. Pouvons-nous entrer ?» Rose les laissa entrer, se sentant petite dans son minuscule appartement avec ses meubles d'occasion. « Nous sommes prêts à vous offrir 5 millions d'euros, dit un avocat glissant un document sur sa table basse. En échange, vous interromprez la grossesse et signerez un accord de confidentialité. Cette situation sera oubliée.
Rose regarda le chiffre sur le papier. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle pourrait acheter une maison à sa mère, rembourser toutes leurs dettes, retourner à l'école. Puis elle sentit le bébé bouger en elle pour la première fois. Ce n'était qu'un battement, comme des ailes de papillon. Mais cela rendit sa décision parfaitement claire. « Non », dit-elle en repoussant le papier. « Mon bébé n'est pas à vendre. » Les avocats échangèrent des regards. « Mademoiselle Dubois, soyez raisonnable. C'est une offre très généreuse. » La réponse est non, veuillez partir. Après leur départ, Rose resta assise dans son appartement sombre, une main sur le ventre. « Il n'y a que toi et moi, mon petit, » murmura-t-elle. « Mais je te le promets, on va bien. » Elle ne savait pas qu'à travers la ville, Maxime Delacroix était assis dans son bureau, regardant sa photo dans le journal. Quelque chose dans sa dignité silencieuse sur la photo touchait quelque chose en lui qu'il pensait mort depuis longtemps. « Monsieur ?» Sa secrétaire frappa à la porte. « Votre épouse m'a demandé de vous rappeler la consultation de traitement contre le cancer de demain. » Maxime hocha la tête, mais il continua de regarder la photo de Rose. Dans son uniforme simple, avec sa beauté naturelle et son expression déterminée, elle avait l'air plus réelle que quiconque, dans son monde de sourires factices et de vêtements de créateur. Et à ce moment-là, quelque chose bougea dans le cœur de Maxime Delacroix. Il ne le savait tout simplement pas encore. Vanessa Moreau n'était pas une femme qui prenait la défaite à la légère. Elle était assise dans son bureau privé, à la tour Delacroix, tapant du doigt ses ongles parfaitement manucurés sur son bureau, pendant qu'elle parlait à l'enquêteur privé au téléphone. « Je veux tout sur Rose Dubois, dit-elle. Chaque contravention de stationnement, chaque livre de bibliothèque en retard. Trouvez-moi quelque chose que nous pouvons utiliser. »« Oui, Madame Moreau, » répondit l'enquêteur. « J'aurai mon rapport demain. » Vanessa sourit en raccrochant. Personne n'était aussi propre qu'il n'y paraissait. Tout le monde avait des secrets. De l'autre côté de la ville, Rose déménageait dans le petit appartement de sa mère à Saint-Denis. Après avoir perdu son emploi à la clinique, elle ne pouvait plus se permettre son propre logement. Sa mère, Lise Dubois, pliait le linge lorsque Rose se mit à pleurer. « Je ne sais pas quoi faire, maman », sanglota Rose. « Les journalistes ne me laissent pas tranquille. Personne ne veut m'embaucher. Ils me traitent tous de noms terribles à la télé. » Lise serra sa fille dans ses bras. « Écoute-moi, Rosemarie Dubois. Tu viens de femme forte. Ta grand-mère faisait le ménage pour me permettre de faire mes études et j'ai travaillé à 3 emplois pour te donner une vie meilleure. Quoi qu'il arrive, on y fait face, ensemble. » Pendant ce temps, Maxime commençait sa première cure de chimiothérapie. La chambre d'hôpital était privée et luxueuse, mais il se sentait seul. Vanessa avait envoyé son assistante avec des excuses à propos d'un événement caritatif important. Alors qu'il était assis là à regarder les médicaments de chimiothérapie s'infiltrer dans son bras, il pensa à Rose. Le bébé qu'elle portait, son bébé, naîtrait dans un monde chaotique à cause de l'erreur d'un médecin. Ou était-ce une erreur? Peut-être était-ce le destin. « Monsieur Delacroix ?» Une infirmière entra. « Il y a une livraison pour vous. » C'était un petit colis contenant un livre. Le guide de la grossesse. Il y avait une note à l'intérieur. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir savoir ce qui se passe avec votre enfant. » Rose, Maxime regarda le livre pendant longtemps. C'était un geste si simple, mais cela l'a profondément ému. Alors que sa propre femme ne pouvait pas se donner la peine de se présenter, cette femme qu'il connaissait à peine pensait à lui. Mais Vanessa était loin d'être inactive. Le rapport de l'enquêteur privé lui avait donné exactement ce dont elle avait besoin. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Antoine Delacroix, le frère de Maxime. Alors qu'il examinait les documents dans le bureau de Vanessa. « Regardez ses antécédents professionnels, » dit Vanessa en pointant du doigt le papier. Il y a 3 ans, Rose Dubois travaillait comme femme de ménage pour la famille Peterson. 2 semaines après son départ, le collier de diamants de Madame Peterson a disparu. La police a enquêté, mais rien n'a jamais été prouvé. Et vous pensez que nous pouvons utiliser ça? Avec le bon angle, nous pouvons détruire sa réputation complètement. Vanessa prit son téléphone. J'ai des amis dans toutes les grandes chaînes d'information. Demain, tout le monde connaîtra le passé louche de Rose Dubois. Le lendemain matin, Rose fut horrifiée de voir son visage éclaboussé à nouveau dans les informations du matin. Une femme de ménage enceinte liée à un vol de bijoux, titrèrent les gros titres. Mais ce n'est pas vrai, s'écria Rose en regardant les nouvelles. Madame Peterson a retrouvé ce collier des mois plus tard. Il était tombé derrière sa coiffeuse. Mais le mal était fait. Les médias sociaux ont explosé avec des gens l'appelant voleuse et chercheuse d'or. Des journalistes campèrent devant l'immeuble de sa mère. Même certains de ses anciens amis ont commencé à éviter ses appels.
Le docteur Dubois regarda les nouvelles le cœur lourd. Il savait qu'il devait parler, dire la vérité sur ce qui s'était réellement passé ce jour-là à la clinique. Mais le Conseil national de l'Ordre des médecins l'avait averti de rester silencieux jusqu'à la fin de leur enquête. Cet après-midi-là, Maxime termina sa séance de traitement et trouva Vanessa l'attendant dans sa chambre d'hôpital. « Chérie, as-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle gentiment. « Il semble que notre petit problème pourrait se résoudre de lui-même. Aucun juge n'accordera la garde à une voleuse. » Maxime sentit quelque chose se briser en lui. « Qu'as-tu fait ?»« J'ai protégé notre famille. Ce que tu n'as pas fait. » Vanessa lança ses cheveux. « Cette fille est de la camelote, Maxime. Plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. Sors. » La voix de Maxime était calme mais ferme. « Tu veux me faire craquer ? Je t'ai dit de sortir et de rappeler tes chiens. Plus d'enquête, plus d'articles. Et sinon ?» Vanessa le défia. « Sinon, je dirai à tout le monde la vérité sur tes origines. Vanessa, sur les dettes de jeu de ta mère, sur le fait que tu as changé de nom et inventé une fausse histoire familiale pour m'épouser. » Le visage de Vanessa pâlit. « Tu n'oserais pas. Essaie-moi. » Après le départ orageux de Vanessa, Maxime appela son assistant. « Trouve Rose Dubois. Dis-lui que je dois la voir. » Rose fut surprise de recevoir cet appel. Elle ne s'attendait pas à ce que Maxime réponde à son cadeau, encore moins à ce qu'il lui demande de le rencontrer. Malgré les inquiétudes de sa mère, elle accepta de se rendre à l'hôpital. En entrant dans la chambre de Maxime, elle fut choquée par son air fatigué et vulnérable. L'homme d'affaires puissant avait disparu, remplacé par un homme se battant pour sa vie. « Merci pour le livre », dit-il doucement. Rose s'assit à côté de son lit. « Je pensais que vous devriez savoir ce qui se passe avec le bébé. Je suis enceinte de 4 mois maintenant. Le médecin dit que tout va bien. Je suis désolé pour les articles. Ma femme... Je sais. » Rose esquissa un petit sourire. « Mais j'ai déjà eu affaire à des filles méchantes. Au moins au lycée, elles ne pouvaient pas se permettre des enquêteurs privés. » Maxime rit puis grimaça de douleur. Sans réfléchir, Rose tendit la main et prit la sienne. « Vous allez vous en sortir, dit-elle fermement. Notre bébé a besoin de son père. » Maxime regarda leurs mains jointes, les siennes, pâles et aristocratiques, les siennes, brunes et marquées par le travail. Mais d'une certaine manière, elles s'emboîtaient parfaitement. Aucun d'eux ne remarqua Vanessa se tenant sur le seuil, le visage déformé par la rage, observant la scène. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons aiguilles claquant sur le sol de l'hôpital comme un compte à rebours vers la vengeance. De retour dans son bureau, elle passa un coup de fil. « Monsieur Durand, c'est Vanessa Moreau. Je crois que nous pouvons nous aider mutuellement. Que diriez-vous de prendre le contrôle de Delacroix Group ?» Michel Durand avait attendu 15 ans cette opportunité. Il était assis en face de Vanessa Moreau dans une salle privée de l'hôtel Plaza Athénée, étudiant les documents qu'elle lui avait apportés. « C'est assez simple, » expliqua Vanessa en sirotant son champagne. « Pendant que Maxime est occupé par son traitement et sa situation avec la femme de ménage, vous pouvez commencer à acheter des actions par le biais de sociétés écran. Antoine aidera à pousser le conseil d'administration à vendre. Et qu'est-ce que vous obtenez en retour ?» demanda Durand. Le sourire de Vanessa était glacial. 40% de la société, une pension de divorce qui fera de moi l'une des femmes les plus riches de Paris, et la satisfaction de voir cette petite chasseuse d'or ne rien obtenir. Pendant que Vanessa tramait la destruction de la société de son mari, Rose assistait à son premier cours de préparation à la naissance. Elle était assise seule au fond, essayant d'ignorer les chuchotements et les regards des autres futures mamans. N'est-ce pas la maîtresse de Richardson? Vous pouvez croire son audace à se montrer ici? J'ai entendu dire qu'elle avait tout planifié. Rose allait partir lorsqu'une infirmière âgée nommée Ginette s'approcha d'elle. « Ne faites pas attention à elle, ma chérie, » dit Ginette en s'asseyant à côté d'elle. « Je fais accoucher des bébés depuis 40 ans, et laissez-moi vous dire une chose, les bébés se fichent des scandales. Ils veulent juste être aimés. » Pour la première fois depuis des semaines, Rose sentit des larmes de gratitude au lieu de tristesse. Chez Delacroix Group, les choses commençaient à se dénouer. Antoine Delacroix convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration pendant que Maxime suivait son traitement. « La maladie de mon frère et ses récents problèmes personnels ont créé une instabilité, » déclara Antoine au conseil. « Plusieurs actionnaires importants envisagent de vendre leur position. Si nous n'agissons pas rapidement, le cours de notre action pourrait s'effondrer. Que suggérez-vous » demanda Henri Bernard, le membre le plus âgé du conseil. « Michel Durand a fait une offre pour acheter une participation de contrôle. Cela stabiliserait la société et protégerait nos investissements. »
Ce qu'Antoine n'a pas mentionné, c'est le compte offshore qu'il avait ouvert pour lui, déjà chargé de 10 millions d'euros. Lorsque Maxime a appris la réunion du conseil, il a essayé de quitter l'hôpital. Mais ses médecins ont refusé. Son système immunitaire était trop affaibli par la chimiothérapie. « Monsieur, » dit son assistant Thomas, « peut-être est-il temps de dire au conseil la vérité sur les dettes de jeu d'Antoine, sur le fait qu'il détournait des fonds de la société. » Maxime secoua la tête. « Il est toujours mon frère. » Mais il a passé un coup de fil à Rose. « J'ai besoin de ton aide, » lui dit-il. « Il y a un dossier bleu dans mon bureau. Il contient des preuves qui pourraient empêcher cette prise de contrôle. Mais je ne peux faire confiance à personne de mon entourage pour l'obtenir. Votre femme est probablement derrière tout cela. Rose, je sais que je n'ai pas le droit de te le demander, mais je le ferai, dit Rose fermement. Dis-moi juste comment entrer. Ce soir-là, Rose a rencontré Thomas devant le manoir de la Croix. Il utilisa les clés de Maxime pour la laisser entrer, expliquant que le système de sécurité était en panne pour maintenance. Une initiative de Maxime. Le bureau est à l'étage. Deuxième porte à droite, chuchota Thomas. Vite, les gardes seront de retour dans 20 minutes. Rose se faufila dans la maison sombre, se sentant comme une voleuse. Ce qui, pensa-t-elle amèrement, était exactement ce dont Vanessa l'avait accusée. L'ironie ne lui échappa pas. Elle trouva le bureau et le dossier bleu exactement, où Maxime l'avait dit. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, elle entendit des talons aiguilles sur le sol en marbre. « Eh bien, dit la voix de Vanessa de la porte. Je me doutais que Maxime essaierait quelque chose comme ça. Mais envoyer sa maîtresse enceinte faire son sale boulot, c'est bas, même pour lui. » Rose serra le dossier contre sa poitrine. « Ce n'est pas à propos de toi ou de moi. Il s'agit de sauver sa société. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. » Vanessa se rapprocha. « Je n'ai pas passé 10 ans à me frayer un chemin depuis rien, à créer le contexte parfait, à apprendre la bonne façon de parler et de m'habiller, juste pour qu'une femme de ménage ruine tout. Est-ce de ça qu'il s'agit? Tu as peur que les gens découvrent que tu es comme moi? Que tu viens de rien ?» La main de Vanessa se tendit, giflant Rose violemment au visage. Le dossier tomba, les papiers se dispersant sur le sol. « Je ne suis pas comme toi, » siffla Vanessa. Mais alors qu'elle allait chercher les papiers, Rose les surprit toutes les deux, en saisissant le poignet de Vanessa. « Tu as raison, » dit Rose, la voix ferme malgré son cœur, qui battait la chamade. « Tu n'es pas comme moi, parce que je n'ai pas honte de mes origines. Ma mère m'a appris que la vraie classe ne se mesure pas à l'argent ou au pouvoir, mais à la façon dont on traite les gens. » De sa main libre, Rose réussit à récupérer la plupart des papiers éparpillés. Elle poussa Vanessa et courut en bas des escaliers, le cœur battant. Dehors, Thomas attendait dans la voiture. « L'as-tu eu ?»« La plupart, » haleta Rose en sautant dans la voiture. « Conduis. » Le lendemain matin, Maxime organisa une visioconférence d'urgence avec le conseil d'administration depuis sa chambre d'hôpital. Rose était assise à côté de son lit, tenant sa main sous la table où la caméra ne pouvait pas la voir. « Avant de voter sur la prise de contrôle par Durand, » dit Maxime, « il y a des documents que vous devez voir. » Les preuves étaient accablantes. Preuve du détournement de fonds d'Antoine, relevé de ses transactions secrètes avec Durand, copie de chèques remis aux membres du conseil qui avaient accepté de soutenir la prise de contrôle. Antoine essaya de bluffer, mais Henri Bernard en avait assez vu. « La séance est levée, » annonça le vieil homme. « Et Antoine, ne te donne pas la peine de revenir, tu es viré. » Après la fin de la visioconférence, Maxime s'effondra contre ses oreillers, épuisé. « Merci, dit-il à Rose, je sais quel risque tu as pris. » « Eh bien, sourit-elle en posant sa main sur son ventre qui grossissait, nous ne pouvions pas les laisser voler l'héritage de notre bébé, n'est-ce pas? À ce moment-là, le bébé a donné un coup de pied, assez fort pour que Maxime le sente. Ses yeux se remplirent de larmes. Dans le hall de l'hôpital, Vanessa faisait une déclaration à la presse. « J'ai le cœur brisé d'annoncer que je demande le divorce à Maxime Delacroix. Son aventure avec un membre du personnel de ménage et la grossesse qui en a résulté ont rendu impossible la poursuite de ce mariage. » Elle joua parfaitement le rôle de l'épouse lésée, essuyant ses larmes avec un mouchoir monogrammé. Mais dans la chambre d'hôpital, ni Maxime ni Rose ne regardaient. Ils étaient trop occupés à sentir leur bébé donner un autre coup, de pied, partageant un moment qu'aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pouvait acheter. Le docteur Jean-Pierre Dubois était assis devant le Conseil national de l'Ordre des médecins, les mains croisées sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Après 3 mois d'enquête, il était temps d'affronter les conséquences de son erreur. « Docteur Dubois, » dit le président du Conseil, « vous avez eu une carrière exemplaire de 25 ans, mais cet incident,
Je sais que ce que j'ai fait était mal, interrompit le docteur Dubois. J'étais épuisé, surmené, et j'ai fait une terrible erreur. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Il sortit un épais dossier de documents. Depuis 5 ans, la clinique coupe les coins ronds. Elle oblige les médecins à faire des doubles services, réduit le personnel, de soutien, ignore les protocoles de sécurité. Tout cela pour maximiser les profits. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets en examinant les preuves. Dites-vous que les pratiques de la clinique ont contribué à votre erreur. Je dis que nous sommes tous responsables. Moi, pour ne pas avoir dénoncé, plus tôt. La clinique pour avoir privilégié les profits aux patients et le conseil de l'ordre des médecins pour avoir fermé les yeux. Pendant ce temps, à l'hôpital Cochin, Rose passait son examen de 6 mois. Maxime était assis à côté d'elle, tenant sa main pendant qu'il regardait l'écran d'échographie. « Souhaitez-vous connaître le sexe ?» demanda le médecin. Ils se regardèrent et hochèrent la tête. « C'est un garçon. » Des larmes remplirent les yeux de Rose, tandis qu'elle regardait son fils bouger sur l'écran. Maxime serra sa main, ses propres yeux humides. Mais leur moment de joie fut interrompu par une agitation dans le couloir. Élise Delacroix, la mère de Maxime, se disputait avec une infirmière. « J'ai le droit d'être là, c'est mon petit enfant. » Elle se dirigea vers la pièce, ses cheveux blancs parfaitement coiffés, malgré son agitation évidente. « Maman !» commença Maxime, mais Élise leva la main. « Taisez-vous et écoutez » ordonna-t-elle. Puis elle se tourna vers Rose. « Jeune femme, je vous dois des excuses. » Rose et Maxime échangèrent des regards choqués. « J'ai passé la semaine dernière à lire tous les articles, à regarder tous les reportages. » continua. « Élise, et savez-vous ce que j'ai réalisé? Vous n'avez jamais demandé d'argent, vous n'êtes jamais allé voir la presse. Vous n'avez jamais essayé de blesser mon fils ou cette famille. Tout ce que vous avez fait, c'est protéger votre enfant, mon petit enfant. » Elle tendit la main et prit la main libre de Rose. « Je me suis trompée à votre sujet, et je ne suis pas trop fière pour l'admettre. » Rose sentit des larmes couler sur ses joues. « Aimeriez-vous voir les photos de l'échographie ?» Pendant que cette scène de réconciliation se déroulait à l'hôpital, Vanessa rencontrait son avocat spécialisé en divorce dans son bureau luxueux. « Le contrat de mariage est béton, » expliqua l'avocat. « Si vous demandez le divorce, vous n'obtenez rien. C'est impossible. J'ai été l'épouse parfaite pendant 10 ans. Le contrat de mariage comporte une clause de moralité. Votre implication dans la tentative de prise de contrôle hostile la viole. Monsieur Delacroix peut prouver que vous avez conspiré contre sa société. » Le visage parfaitement maquillé de Vanessa s'effondra. « Il ne peut pas me faire ça? Je dirai à tout le monde la vérité sur lui. »« Quelle vérité ?» demanda l'avocat fatigué. « Qu'il. » Vanessa s'arrêta, réalisant qu'elle n'avait rien. Maxime, malgré ses défauts, avait toujours été honnête. C'était l'une des choses qui l'avait attirée vers lui, et l'une des choses qu'elle en était venue à regretter. De retour à l'hôpital, Rose aidait Maxime à marcher dans le couloir. Son dernier cycle de traitement avait été particulièrement difficile, mais ses médecins étaient optimistes. « Le bébé a besoin d'un prénom, » dit Rose, essayant de le distraire de la douleur. « Et si on l'appelait James ?» suggéra Maxime. « D'après le docteur Dubois ?» Rose sourit. « L'homme qui nous a réunis par accident ? Ça semble approprié. » À ce moment-là, ils virent le docteur Dubois lui-même marcher vers eux, l'air fatigué mais soulagé. « Le conseil de l'ordre a pris sa décision, » leur dit-il. « Je suis suspendu 6 mois. Mais je peux garder mon permis. Et plus important encore, ils lancent une enquête complète sur les pratiques de la clinique. C'est une merveilleuse nouvelle. » Rose le serra dans ses bras, puis recula, embarrassé par son geste impulsif. Mais le docteur Dubois sourit. « Simplement, vous savez, en 25 ans de pratique médicale, je n'ai jamais vu une erreur se transformer en quelque chose d'aussi bien. » Plus tard dans la soirée, Rose aidait sa mère à préparer le dîner dans leur petite cuisine lorsqu'il y eut un coup à la porte. C'était le chauffeur d'Élise Delacroix. « Madame Delacroix voudrait que vous ayez ceci, » dit-il en remettant à Rose un lourd sac de course. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des dizaines, des photos de bébés de Maxime, des vacances en famille, des souvenirs d'enfance, et une note. Chaque enfant devrait savoir d'où il vient, les 2 côtés de sa famille. Rose s'assit sur le canapé avec sa mère, regardant les albums. Il y avait Maxime à 5 ans, souriant avec des dents de devant manquantes. Maxime à 10 ans, tenant fièrement un trophée. Maxime à 18 ans, diplômé de l'école préparatoire. « Vous savez ce que je vois sur ces photos ?» demanda Lise à sa fille. « Quoi ? Un petit garçon qui était aimé. C'est ce dont votre bébé a besoin. Pas d'argent, pas de position sociale, juste de l'amour. Et entre vous, Maxime, et les 2 grands-mères, ce bébé
En aura beaucoup. Rose toucha son ventre, sentant son fils donner un coup de pied. As-tu entendu ça, petit James? Tu es déjà tellement aimé. Mais de l'autre côté de la ville, dans sa suite d'hôtels de luxe, Vanessa faisait ses propres plans. Elle avait peut-être perdu la bataille du divorce, mais la guerre n'était pas terminée. Sur l'écran de son ordinateur portable se trouvait un courriel à moitié écrit à tous les grands médias de Paris. La mère de l'héritier Delacroix dit tout, la vérité derrière le scandale. Parfois, pensait-elle avec un sourire cruel, la vérité pouvait blesser plus que les mensonges. Le titre a fait la une de tous les journaux de Paris. La mère de l'enfant de Delacroix dit tout. L'histoire de Vanessa avait fait la une des journaux, mais ce n'était pas tout à fait le coup de tonnerre qu'elle espérait. « Vous pouvez croire ça ?» demanda Rose en montrant le journal à Maxime dans sa chambre d'hôpital. Des sources affirment que Rose Dubois travaillait comme escorte de luxe lorsqu'elle a séduit le docteur Dubois pour l'aider à piéger Maxime Delacroix. Ils me font passer pour une sorte de génie du crime. Maxime, plus fort après son dernier cycle de traitement, prit le journal de ses mains. Personne ne va croire ce ramassis de balivernes. Mais Vanessa avait été méthodique. Elle avait engagé des acteurs pour se faire passer pour d'anciens clients de Rose, de dépôt sur le compte de Rose. Elle avait même trouvé quelqu'un ressemblant à Rose pour être photographié sortant d'hôtels de luxe. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Rose ne pouvait aller nulle part sans que les gens ne la pointent du doigt et ne chuchotent. Même certains membres du personnel de l'hôpital ont commencé à la traiter différemment. « Garde la tête haute », lui a dit Lise à sa fille, alors qu'elles regardaient ensemble le reportage. La vérité finit toujours par éclater. Mais la vérité a eu un champion inattendu. Le docteur Jean-Pierre Dubois en avait enfin assez. Il s'est rendu au bureau du Monde, portant un épais dossier de documents. « J'aimerais faire une déclaration », a-t-il dit au journaliste, sur ce qui s'est réellement passé à la clinique Ambroise Paré. Le lendemain, le visage du docteur Dubois était sur toutes les chaînes d'information. Il a raconté toute l'histoire, le surmenage, les pratiques dangereuses de la clinique, et comment Rose n'avait été qu'une patiente innocente, venue le voir pour obtenir de l'aide. « J'ai fait une erreur », a-t-il déclaré à la télévision nationale. Une terrible erreur qui a changé de nombreuses vies. Mais Rose Dubois est la victime ici, pas la coupable. Et je ne resterai pas silencieux pendant que sa réputation est détruite. À la Tour Eiffel, Élise regardait l'interview avec une colère croissante. Elle a pris son téléphone et a appelé sa meilleure amie, Marguerite Bernard, épouse d'Henri Bernard, le président du conseil d'administration du Delacroix Group. « As-tu vu ce que cette affreuse femme fait à notre famille ?» a demandé Marguerite. « Oui, et il est temps que nous fassions quelque chose. » La voix d'Élise était d'acier. « Tu te souviens de la vente aux enchères de charité que Vanessa a organisée l'année dernière, celle où la moitié des recettes a mystérieusement disparu, celle qu'elle a imputée à son assistante? J'ai fait examiner les comptes par mon expert comptable. Devine où cet argent est réellement. Allez !» Alors que les dames de la société parisienne commençaient à répandre leurs propres chuchotements sur Vanessa, Rose a fait face à une autre crise. Son médecin l'avait mise au repos au lit en raison d'une hypertension artérielle. « Le stress n'est pas bon pour toi ni pour le bébé », a expliqué le médecin. « Tu dois rester calme et éviter toute excitation. » Mais cela est devenu impossible lorsque Vanessa s'est présentée à l'appartement de Rose. « Nous devons parler », a dit Vanessa, poussant Rose et entrant dans le petit salon. Elle avait l'air déplacée dans sa tenue de créateur, comme un oiseau exotique dans un nid de moineaux. « Je n'ai rien à te dire », a commencé Rose, mais Vanessa l'a interrompu. « Je te donnerai 10 millions d'euros pour que tu quittes Paris. Prends le bébé, disparais, ne contacte plus jamais. » Maxime. Rose l'a regardé avec incrédulité. « Penses-tu vraiment que je fais ça pour l'argent? Tout le monde a un prix, » a ricané Vanessa. « Quel est le tien? Dégage. » La voix de Rose tremblait de colère. « Dégage, avant. Que j'appelle la police. »« Tu fais une erreur, » a averti Vanessa. « Je peux te rendre la vie très difficile. Plus difficile que de perdre mon emploi? Que d'être qualifié de prostituée dans les journaux? Que le père de mon bébé subisse un traitement contre le cancer? » Rose s'est approchée de Vanessa. « Tu as déjà fait de ton mieux. Et devine quoi? Je suis toujours là. » Quelque chose dans les yeux de Rose a fait reculer Vanessa. Pour la première fois, elle a eu peur de cette femme qu'elle avait tant essayé de détruire. À ce moment-là, Lise est rentrée du travail. Elle a pris la scène, sa fille, tremblant, de colère, faisant face à l'élégante Madame Moreau. « Y a-t-il un problème ici ?» a demandé Lise calmement. « Non, maman, » a dit Rose, ne quittant pas Vanessa des yeux. « Madame Moreau partait juste. »
Après que Vanessa soit sortie en trombe, Rose s'est effondrée sur le canapé, les mains tremblantes. « Respire profondément, ma chérie », a dit Liz en lui frottant le dos. « Pense à petit James. » Pendant ce temps, Maxime rencontrait ses avocats. « Je veux la garde exclusive », leur a-t-il dit. « Lorsque le bébé arrivera, je veux que mon nom soit sur l'acte de naissance. »« Monsieur Delacroix », a dit prudemment un avocat, compte tenu de la publicité actuelle. « Je me fiche de la publicité. C'est mon fils. Et Rose, il a fait une pause. Rose est la personne la plus forte et la plus décente que j'ai jamais connue. Elle s'est battue pour notre enfant, alors que j'étais trop faible pour le faire moi-même. Il est temps que je me batte pour elle. » Ce soir-là, alors que Rose reposait dans sa chambre, essayant de contrôler sa tension artérielle, elle a reçu un appel inattendu. C'était Ginette, l'infirmière de son cours de préparation à la naissance. « T'allumes France 2 tout de suite », a dit Ginette. Rose a cherché la télécommande à tâtons et a sursauté en voyant ce qu'elle voyait. Il y avait l'ancienne assistante de Vanessa, Isabelle, qui était interviewée. « Madame Moreau m'a ordonné de falsifier ses relevés bancaires », disait Isabelle. « Elle a menacé de ruiner ma carrière si je ne l'aidais pas à détruire Rose Dubois. Mais je ne peux plus vivre avec la culpabilité. Je dois dire la vérité. » Le téléphone de Rose a commencé à sonner sans arrêt. Des journalistes voulant obtenir sa réponse, des amis offrant leur soutien, même des inconnus s'excusant d'avoir cru au mensonge. Mais le seul appel auquel elle a répondu était celui de Maxime. « Est-ce que tu regardes ça ?» a-t-elle demandé. « Oui », a-t-il dit. « Rose, je suis tellement désolé pour tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas ta faute. Non, mais j'aurais dû mieux te protéger. » Il a fait une pause. « Je t'aime, Rose. Je crois que je t'aime depuis un moment. J'avais juste trop peur de l'admettre. » Rose a senti des larmes couler sur ses joues. « Moi aussi, je t'aime. Viens vivre avec moi, » a-t-il dit soudainement. « Toi et ta mère. La tour Eiffel est trop grande pour moi, et maman de toute façon. S'il te plaît, Rose, laisse-moi prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. » Avant que Rose ne puisse répondre, elle a ressenti une vive douleur dans l'abdomen. « Maxime, » a-t-elle haleté, « quelque chose ne va pas. Le bébé, j'appelle une ambulance, » a-t-il dit. « Tiens bon, Rose, tiens juste bon. » Alors qu'elle attendait l'ambulance, tenant la main de sa mère, Rose a prié. Pas pour elle-même, mais pour son bébé, l'enfant qui avait apporté tant de chaos dans sa vie, mais aussi tant d'amour. Et quelque part de l'autre côté de la ville, Vanessa a regardé son monde soigneusement, construit s'effondrer, alors que l'interview d'Isabelle passait sur toutes les chaînes. Elle a ouvert son coffre-fort et a commencé à sortir de l'argent et des bijoux. Il était temps de disparaître, mais pas avant d'avoir sa vengeance finale. Les urgences de l'hôpital Cochin étaient dans le chaos lorsque les ambulanciers ont amené Rose sur un brancard. Sa mère, Lise, a couru à côté, lui tenant la main. « Elle est enceinte de 7 mois, » a dit Lise au médecin. Sa tension artérielle a été élevée. « Le rythme cardiaque du bébé baisse », a crié une infirmière. « Nous devons la conduire en salle d'accouchement maintenant. » Maxime est arrivé juste au moment où ils amenaient Rose dans l'ascenseur. Malgré sa propre faiblesse due à la chimiothérapie, il avait insisté pour venir. « Rose » a-t-il appelé. Elle a tourné la tête vers sa voix. « Maxime, le bébé, je suis là » a-t-il dit, se faufilant dans l'ascenseur. « Je ne vais nulle part. » Le docteur Sarah Chen, chef de l'obstétrique, les attendait à l'étage. « Le bébé est en détresse » a-t-elle expliqué alors qu'ils se précipitèrent dans le couloir. « Nous devons faire une césarienne d'urgence. »« C'est trop tôt » a pleuré Rose. « Il n'est pas prêt. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous pourrions vous perdre toutes les deux. » Pendant que l'équipe médicale préparait Rose pour la chirurgie, Vanessa mettait son plan final en action. Elle était assise dans sa voiture devant l'hôpital, observant le chaos à travers les fenêtres des urgences. Dans son sac à main de créateur se trouvait une clé USB contenant tous les secrets sales qu'elle avait recueillis sur la famille Delacroix au fil des ans. « Et je tombe » a-t-elle marmonné. « Je les emmène tous avec moi. » Mais alors qu'elle sortait de sa voiture, quelqu'un l'a appelée. C'était Élise Delacroix, assise dans son fauteuil roulant avec 2 policiers à ses côtés. « Vous cherchez ça ?» Élise a montré une clé USB identique. « Votre amie Isabelle a été très utile. Apparemment, elle a gardé des copies de tout. » Le visage de Vanessa est devenu blanc. « Vous ne pouvez rien prouver. »« En fait, si » a dit un des policiers en s'avançant. « Madame Moreau, vous êtes arrêtée pour extorsion, fraude et complot criminel. » Alors que les policiers emmenaient Vanessa menottée, Élise s'est rendue à l'hôpital. Sa famille avait besoin d'elle. Au bloc opératoire, Rose a serré la main de Maxime pendant que le docteur Chen travaillait rapidement. Les moniteurs ont émis des bips urgents. «
montrant la baisse du rythme cardiaque du bébé. « Accroche-toi, Rose », a chuchoté Maxime. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Soudain, un nouveau son a retenti dans la salle, un petit cri de colère. « C'est un garçon !» a annoncé le docteur Chen. « Il est petit, mais il se bat. » Mais avant que Rose ne puisse même voir son fils, les moniteurs ont commencé à sonner. Sa tension artérielle chutait. « Elle fait une hémorragie !» a crié quelqu'un. « Sortez-le d'ici !» Maxime s'est retrouvé poussé hors du bloc opératoire, entendant toujours ces terribles alarmes. Dans le couloir, il s'est effondré sur une chaise, sa propre force le lâchant. Lise s'est assise à côté de lui, tous les deux fixant les portes fermées. « Prie » a-t-elle chuchoté. « Prie juste !» Des heures ont passé. Élise les a rejoints, prenant silencieusement la main de son fils. Le docteur Dubois est arrivé, toujours vêtu de ses vêtements de ville. Quelqu'un l'avait appelé à propos de l'urgence. Finalement, le docteur Chen est sorti, fatigué mais soulagé. « Elles vont toutes les deux bien », a-t-elle annoncé. Rose a perdu beaucoup de sang, mais elle est coriace. Et le bébé James, bien que prématuré, va mieux que prévu. Maxime a senti des larmes couler sur son visage. « Puis-je les voir ?» Le bébé est en soins intensifs néonatal. Rose est en salle de réveil. Elle sera inconsciente pendant un certain temps. Vous pouvez les voir tous les deux, mais seulement quelques minutes. Aux soins intensifs néonatal, Maxime et Lise se sont tenus au-dessus de l'incubateur où le petit James était allongé, entouré de tubes et de moniteurs. Il était si petit, mais son petit torse montait et descendait régulièrement. « Il est magnifique », a chuchoté Lise. « Il ressemble à Rose lorsqu'elle est née. Il est parfait », a convenu Maxime. En salle de réveil, Rose était pâle et immobile, mais ses signes vitaux s'amélioraient. Maxime s'est assis, près de son lit, lui tenant la main. « Tu l'as fait, ma chérie », a-t-il dit doucement. « Notre fils est là, et il est incroyable, tout comme sa mère. » Élise regardait de la porte, se souvenant d'une autre nuit il y a longtemps, où elle avait failli perdre le père de Maxime à cause du cancer. Les médecins avaient dit qu'il ne s'en sortirait pas, mais il s'était battu pour revenir, tout comme Rose se battait maintenant. Le docteur Dubois s'est approché d'elle tranquillement. « Madame Delacroix, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur l'arrestation de Vanessa. » Mais avant qu'il ne puisse finir, les alarmes ont commencé à sonner aux soins intensifs néonatal. Le bébé James avait des difficultés respiratoires. « Appel d'urgence, soins intensifs néonatal !» L'annonce a résonné dans les couloirs. « Appel d'urgence, soins intensifs néonatal !» Maxime a levé les yeux du chevet de Rose, déchiré entre son fils et la femme qu'il aimait. Lise lui a touché l'épaule. « Va-y », a-t-elle dit, « je resterai avec Rose. » Aux soins intensifs néonatal, les médecins et les infirmières ont envahi l'incubateur de James. Maxime a regardé impuissant tandis qu'il travaillait pour sauver son petit-fils. « Allez, James », a-t-il chuchoté, « batte-toi. Tu es un Delacroix, mais surtout tu es le fils de Rose, et elle n'abandonne jamais. » De l'autre côté du couloir, Rose a remué dans son lit d'hôpital, comme si elle sentait la détresse de son bébé. Ses yeux se sont entr'ouverts. « James », a-t-elle marmonné. « Où est James ?» Lise a serré sa main. « Les médecins l'aident, ma chérie. Concentre-toi juste sur le fait de devenir forte. » Mais Rose a essayé de s'asseoir. « Non, je dois le voir. Rose, tu ne peux pas. S'il te plaît. » La voix de Rose était faible mais déterminée. Il a besoin de sa mère. Lise a regardé la porte puis sa fille. Elle a pris une décision qui allait tout changer. « Attends », a-t-elle dit, disparaissant dans le couloir. Elle est revenue avec un fauteuil roulant et le docteur Dubois. « Ceci est contraire aux conseils médicaux », a-t-il averti alors qu'ils aidaient Rose avec précaution à monter dans le fauteuil roulant. « Certaines choses sont plus importantes que les conseils », a répondu Lise. Ils ont conduit Rose à la fenêtre des soins intensifs néonatal au moment même où les alarmes ont cessé de sonner. À travers la vitre, ils pouvaient voir Maxime se pencher sur l'incubateur, les épaules secouées de sanglots. « Non », a chuchoté Rose. « S'il te plaît, non ». Puis Maxime s'est retourné. Il souriait à travers ses larmes. « Il va bien », a-t-il fait signe à travers la fenêtre. « Il va aller bien ». Rose s'est affaissée dans le fauteuil roulant, épuisée mais soulagée. Le docteur Dubois a vérifié ses signes vitaux, surpris de les trouver plus forts qu'avant. « L'amour est le meilleur médicament », a dit Lise doucement, regardant sa fille regarder son fils à travers la fenêtre. Mais sur le parking, assise dans sa voiture de police, Vanessa a passé un dernier coup de fil. « Libérez tout », a-t-elle ordonné. « Chaque secret, chaque scandale, je veux que tout soit public demain matin. » L'agent sur le siège avant a fait semblant de ne pas entendre, mais il a pris une note.
Les ennuis de la famille Delacroix n'étaient pas terminés. Les journaux du matin ont fait leur apparition avec des gros titres explosifs. Les secrets de la famille Delacroix. Révélés! Vanessa avait tenu sa promesse, révélant tout ce qu'elle avait recueilli au fil des ans. Maxime était assis dans la chambre d'hôpital de Rose, lisant les articles pendant qu'elle se reposait. Certaines révélations étaient choquantes. La seconde famille secrète de son père à Boston, les dettes de jeu de son frère Antoine envers la mafia, même le scandale vieux de plusieurs décennies d'Élise impliquant un sénateur marié. « C'est grave ?» a demandé Rose faiblement de son lit. Maxime a posé le journal et lui a pris la main. Rien qui compte plus maintenant. Mais cela importait à certaines personnes. Toute la matinée, des journalistes ont campé devant l'hôpital, essayant d'obtenir des commentaires de tous les Delacroix qu'ils pouvaient trouver. Les avocats de la famille ont travaillé des heures supplémentaires pour limiter les dégâts. Élise s'est rendue dans la chambre de Rose, ayant l'air plus fatiguée qu'il ne l'avait jamais vue. « Mère, » a commencé Maxime, « je suis tellement désolé pour l'histoire du sénateur. S'il te plaît. » Élise a fait un geste de la main avec dédain. Richard Peterson était un imbécile qui pensait pouvoir acheter mon silence avec des bijoux. J'ai gardé les diamants et j'ai quand même tout dit à sa femme. Rose n'a pas pu s'empêcher de rire, puis a grimacé de douleur à cause de ses points de suture. La vérité, a poursuivi Élise, c'est que chaque grande famille a des secrets. Ce qui compte, c'est comment nous les gérons. Une infirmière les a interrompus avec de bonnes nouvelles. Le bébé James devenait plus fort. Sa respiration s'était stabilisée et il réagissait bien au traitement. « Puis-je le voir ?» a demandé Rose. L'infirmière a hoché la tête. « Courte visite, et vous devrez rester en fauteuil roulant. » Aux soins intensifs néonatals, Rose et Maxime ont regardé leur fils à travers la vitre de l'incubateur. Ses minuscules mains étaient de serrées en poing, se battant comme sa mère. « Il va avoir besoin d'un deuxième prénom. » Qu'a dit Maxime. Rose a réfléchi un instant. « Qu'en penses-tu de Thomas, d'après ton assistant qui nous a aidés ?» Maxime a souri. « James Thomas Delacroix. C'est parfait. » Mais leur moment paisible a été interrompu par une agitation dans le couloir. Antoine Delacroix était arrivé, ayant l'air désespéré. « Max, tu dois m'aider, » a-t-il supplié. Les types de la mafia que Vanessa a dénoncés, ils me recherchent. Mais le petit garçon effrayé qui avait l'habitude de se réfugier dans son lit pendant les orages. « Max, il faut que tu m'aides, » a-t-il supplié. Les types de la mafia que Vanessa a dénoncés, ils me recherchent. On va s'en occuper, a déclaré Maxime fermement. Mais cette fois, tu vas faire les choses à ma façon. Pendant que les frères discutaient, le docteur Jean-Pierre Dubois faisait une découverte personnelle. En examinant les dossiers médicaux originaux de Rose, il a trouvé quelque chose d'étrange. « Ce n'est pas possible, » a-t-il murmuré, vérifiant les dates à nouveau. Il s'est précipité dans la chambre de Rose, où elle venait de rentrer, après avoir rendu visite à Antoine. « Rose, » a-t-il dit avec urgence, « je dois te poser une question. Le jour de ton premier rendez-vous, lorsque tu es venue avec des crampes, quelqu'un d'autre a-t-il géré tes papiers ?» Rose a réfléchi. La nouvelle infirmière, celle qui a démissionné juste après. Elle a dit qu'elle devait mettre à jour mes dossiers. Le visage du docteur Jean-Pierre Dubois est devenu pâle. Je dois passer quelques coups de fil. Des heures plus tard, la vérité a éclaté. L'infirmière avait été engagée par Vanessa, non pas pour aider à régler le problème de fécondation in vitro, mais pour le provoquer. Elle avait modifié le rendez-vous de Rose pour qu'il coïncide avec la visite des Delacroix et avait altéré ses dossiers afin que le docteur Jean-Pierre Dubois, épuisé et surmené, fasse exactement l'erreur qu'il a commise. Elle a tout planifié, Rose a murmuré, incrédule. Elle voulait que Maxime ait un scandale, a expliqué le docteur Jean-Pierre Dubois. Quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre lui plus tard. Elle n'a simplement pas prévu que tu sois toi. Maxime était furieux. Elle a délibérément mis Rose et notre bébé en danger. Ce n'est pas tout, a ajouté Élise depuis l'embrasure de la porte. Elle s'est avancée en fauteuil roulant, tenant d'autres papiers. Mes enquêteurs ont trouvé autre chose. Vanessa a une fille, une enfant de 10 ans qui vit avec sa grand-mère en Provence. Elle les a toutes les deux abandonnées lorsqu'elle est venue à Paris pour se réinventer. Rose a senti des larmes monter à ses yeux. Comment peut-on abandonner son enfant? De la même manière qu'elle a essayé de détruire une femme innocente, que a déclaré Maxime en serrant la main de Rose, en ne se préoccupant de rien d'autre que de l'argent et du pouvoir. À ce moment-là, Lise s'est précipitée dans la chambre. « Allume la télé, vite !» Sur toutes les chaînes, une information de dernière minute. Vanessa Moreau s'était échappée de la garde de police. Elle avait réussi à s'échapper lors d'un transfert de prisonnière
et personne ne savait où elle se trouvait. Sécurité. Ah, immédiatement, déclarait Maxime en prenant son téléphone. Il nous faut des gardes devant la chambre de Rose et le service de néonatologie. Mais Rose l'a attrapé par le bras. Maxime, et si elle ne veut pas se venger de nous? Et si elle s'en prend à sa fille? Tout le monde l'a regardé. Réfléchissez-y, a poursuivi Rose. Tous ses secrets sont révélés. Elle n'a plus rien à perdre. Et si elle pense pouvoir recommencer avec sa fille? La fille qu'elle a abandonnée? S'est moquée Élise. Les gens font des choses désespérées lorsqu'ils sont acculés. Qu'a déclaré calmement le docteur Jean-Pierre Dubois. Maxime composait déjà un numéro. J'appelle mon équipe de sécurité en Provence. Si Rose a raison, mais avant qu'il ne puisse terminer, une infirmière s'est précipitée dans la chambre. Monsieur Delacroix, venez vite. Quelqu'un essaye d'entrer dans le service de néonatologie. Le cœur de Maxime s'est arrêté. Ils avaient tous eu tort. Vanessa ne voulait pas s'enfuir. Elle voulait tout lui prendre, tout comme elle sentait qu'il lui avait tout pris. Alors qu'il se précipitait vers le service de néonatologie, Maxime s'est souvenu de quelque chose que Vanessa avait dit le jour de leur mariage. « Je ne laisserai jamais personne prendre ce qui est à moi. » Mais elle avait inversé les choses. Antoine n'était pas à elle à prendre. Et sa véritable mère était juste derrière Maxime, poussée aussi vite que Lise pouvait le faire, prête à se battre pour son fils une fois de plus. Le couloir menant au service de néonatologie était étrangement calme lorsque Maxime et Rose sont arrivés. 2 agents de sécurité étaient inconscients près de la porte, vivants, mais drogués avec ce qui semblait être des sédatifs. Volés à l'hôpital. « Reste ici, a dit Maxime à Rose, mais elle a secoué la tête. « C'est notre fils qui est là-dedans, a-t-elle dit, luttant pour se relever de son fauteuil roulant malgré ses points de suture. Lise et le docteur Jean-Pierre Dubois se sont approchés pour la soutenir. À travers les fenêtres du service de néonatologie, ils pouvaient voir Vanessa. Elle avait changé ses vêtements de créatrice pour une blouse volée, mais ses ongles parfaitement manucurés la trahissaient alors qu'elle tendait la main vers l'incubateur d'Antoine. « Ne touchez pas !» a crié Rose. Vanessa s'est retournée, tenant une seringue. « Reculez !» a-t-elle prévenu. « Un pas de plus et je débrancherai son tube respiratoire. » Maxime a levé les mains. « Vanessa, réfléchissez à ce que vous faites. » Réfléchir. Elle a ri amèrement. « Je n'ai fait que réfléchir ces 10 dernières années. Réfléchir à comment être parfaite, à comment m'intégrer dans votre monde, à comment vous donner l'héritier que vous vouliez. Puis cette femme de ménage le fait par accident. Ce n'était pas un accident, a dit Rose calmement. Vous l'avez planifié. Vous vouliez créer un scandale. La main de Vanessa a tremblé. Vous n'étiez pas censé le garder, vous étiez censé prendre l'argent et disparaître, comme vous l'avez fait avec votre propre fille. Le visage de Vanessa est devenu blanc. Qui vous a parlé de Sarah? Nous savons tout, a déclaré Élise en avançant en fauteuil roulant. À propos de la fille que vous avez abandonnée en Provence, à propos de la façon dont vous vous êtes réinventée. Dites-moi, Vanessa, ça valait le coup? Abandonner votre propre enfant pour devenir Madame Delacroix? Vous ne comprenez pas. La voix de Vanessa s'est brisée. Je n'étais rien à l'époque, une serveuse avec un enfant que je ne pouvais pas soutenir. Sarah était mieux. Sans moi. Aucun enfant n'est mieux sans l'amour de sa mère, a déclaré Lise. Demandez à quelqu'un qui a travaillé 3 emplois pour garder sa fille. La lutte en vaut la peine. Vanessa a regardé le bébé dans l'incubateur, si petit, si innocent, tout comme Sarah l'avait été. Sa main tenant la seringue a commencé à trembler. Il n'est pas trop tard, a dit Rose doucement. Votre fille a 10 ans maintenant. Elle a probablement encore besoin de sa mère. Elle me déteste, a murmuré Vanessa. Ils me détestent tous. La haine est plus facile que l'amour, a déclaré Maxime. Mais ce n'est pas mieux. J'ai passé des années à me cacher derrière mon argent, ma position, à avoir peur d'aimer vraiment quelqu'un. Puis Rose m'a appris ce qui compte vraiment. À ce moment-là, le bébé Antoine a commencé à pleurer. Un petit, son fragile qui semblait traverser toute la tension de la pièce. Vanessa a regardé l'enfant puis la seringue dans sa main, comme si elle la voyait pour la première fois. La seringue est tombée par terre. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal », a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. « Je voulais juste être aimée », a terminé Rose. « Nous le voulons tous. » Des agents de sécurité se sont précipités, mais Maxime a levé la main. « Attendez », il s'est tourné vers Vanessa. « Si vous vous rendez maintenant, je vous proposerai un marché. Allez en Provence. Réglez les choses avec Sarah. Je créerai un fonds fiduciaire pour ses études et je m'assurerai que vous recevrez de l'aide. Une vraie aide, pas seulement une cure de désintoxication chic pour éviter un scandale. Pourquoi m'aideriez-vous? Après tout ce que j'ai fait?
Parce que c'est ce que font les gens bien, a déclaré Élise fermement. Et que vous le vouliez ou non, vous êtes la mère de la sœur de mon petit-fils. La famille, c'est la famille. Vanessa a regardé autour de la pièce. Maxime, qu'elle avait essayé de détruire. Rose, qu'elle avait essayé de ruiner. Le bébé qu'elle avait presque blessé dans sa rage aveugle. Puis, elle a tendu ses poignets aux agents de sécurité. « Je veux voir ma fille », a-t-elle dit doucement. « Je veux essayer de réparer les choses. » Alors que les agents emmenaient Vanessa, Rose s'est affaissée dans les bras de sa mère, l'adrénaline la quittant. Le docteur Jean-Pierre Dubois a rapidement vérifié les signes vitaux d'Antoine. « Il va parfaitement bien », leur a-t-il assuré. Pas même un changement de rythme cardiaque. Il est aussi fort que sa mère. Maxime a aidé Rose à retourner dans son fauteuil roulant et l'a roulé plus près de leur fils. Elle a tendu la main à travers les ouvertures de l'incubateur pour toucher la petite main d'Antoine. « C'est fini », a-t-elle murmuré. « Tu es en sécurité maintenant. » Élise les a observés, se souvenant d'une autre mère et de son enfant qu'elle avait autrefois jugé trop durement. « Parfois, a-t-elle dit, nos plus grandes bénédictions arrivent dans des paquets inattendus. » Plus tard dans la nuit, alors que Rose reposait dans son lit d'hôpital, Maxime lui a apporté une nouvelle surprenante. « Le conseil s'est réuni aujourd'hui, » a-t-il dit. « Ils veulent créer une nouvelle fondation caritative pour aider les mères célibataires à accéder à des soins de santé de qualité. » « C'est merveilleux, » a souri Rose. « Ils veulent que vous la dirigiez. » Rose s'est redressée. « Moi ? Mais je ne connais rien à la gestion d'une fondation. Vous savez ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas pouvoir l'obtenir. Parfois, c'est plus précieux qu'un MBA. » Il lui a pris la main. « Vous n'avez pas à décider maintenant, mais je pense que vous seriez incroyable à ce poste. » Rose a regardé le moniteur du service de néonatologie montrant leur fils, qui dormait. « Peut-être que je pourrais retourner à l'école aussi. J'ai toujours voulu étudier le travail social. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, » a déclaré Maxime. « Nous sommes ensemble maintenant. » Dehors, les toits de Paris brillaient de promesses. Au service de néonatologie, le bébé Antoine dormait paisiblement, devenant plus fort chaque jour. Et dans un petit appartement, en Provence, une fillette de 10 ans était sur le point de recevoir un appel téléphonique qui allait changer sa vie. Mais c'était l'histoire de demain. Ce soir-là, dans une chambre d'hôpital calme, une famille, pour le moins inhabituelle, avait enfin trouvé la paix. 1 an plus tard, la grande salle de bal du manoir de la Croix était remplie de gens célébrant le premier anniversaire du bébé Antoine. L'invité d'honneur était assis dans sa chaise haute, plus intéressé à écraser son gâteau qu'à le manger, tandis que ses parents le regardaient avec adoration. « Il a ton sourire », a dit Maxime à Rose, qui avait l'air élégante mais à l'aise dans une simple robe bleue. « Et ton appétit » a-t-elle ri alors qu'Antoine attrapait une autre poignée de gâteau. L'année écoulée avait apporté des changements que personne n'aurait pu prévoir. Rose avait commencé ses études universitaires, étudiant le travail social tout en dirigeant la nouvelle fondation de la Croix pour l'accès aux soins de santé. Le cancer de Maxime était en rémission et son entreprise allait mieux que jamais, désormais axée sur l'investissement socialement responsable. Élise, de la Croix toujours formidable dans son fauteuil roulant, tenait la cour près de la table des cadeaux, montrant des photos de son petit-fils à tous ceux qui voulaient les voir. « Vous ai-je parlé de ses premiers pas ?» a-t-elle demandé à Henri Bernard. « Juste là, dans mon jardin, entre les roses que j'ai nommées en son honneur. » Le docteur Jean-Pierre Dubois était également là, dirigeant maintenant sa propre clinique qui offrait des traitements de fertilité abordables aux communautés défavorisées. La Fondation de la Croix était son plus grand soutien. « Parfois, de bonnes choses résultent de nos pires erreurs, » a-t-il dit à Lise, qui venait de terminer sa certification d'aide-soignante avec ses encouragements. La fête a été interrompue par l'arrivée d'un invité inattendu. Antoine Delacroix, humble mais en bonne santé, avait terminé son programme de réadaptation. « Max, » a-t-il dit nerveusement, « Rose, je ne savais pas si je devais venir. Tu fais partie de la famille, » a dit Rose fermement en l'embrassant, « et Antoine a besoin de son oncle. » Maxime a regardé sa femme accueillir son frère et a senti son cœur se gonfler. Rose leur avait tous appris le pardon. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, Maxime a trouvé Rose dans la chambre des bébés, regardant Antoine dormir. « J'ai reçu une lettre de Vanessa aujourd'hui, » a-t-il dit doucement. Rose s'est tournée vers lui. « Comment va-t-elle ?»« Mieux. Elle est sobre depuis 8 mois. Sarah vit maintenant avec elle, et elles sont en thérapie familiale. » Il a fait une pause. Elle a demandé si un jour, lorsque Sarah serait prête, elle pourrait rencontrer Antoine. Elle veut que sa fille connaisse son frère. Qu'en penses-tu ?
Maxime a regardé leur fils qui dormait. Je pense que la famille est compliquée, mais séparer les frères et sœurs n'aide jamais. Rose s'est appuyée contre lui. Quand je nettoyais des bureaux il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait changer autant. Es-tu heureuse? Demanda-t-il soudainement anxieux. Avec tout ça, Maxime Delacroix, Rose s'est tournée vers lui. Je suis plus heureuse que je ne l'aurais jamais rêvé. Non pas à cause de l'argent, de la fondation ou même de cette belle maison, mais parce que j'ai toi et Antoine, ma mère, et oui, même ta famille folle. À propos de ça, Maxime a souri mystérieusement. J'ai vu ta mère et le docteur Jean-Pierre Dubois avoir une conversation très intime à la fête. Tiens, les yeux de Rose se sont élargis. Vraiment? Vraiment, apparemment, ils prennent le café ensemble depuis des mois. Rose a ri. Eh bien, ça explique pourquoi elle s'intéresse autant à sa clinique ces derniers temps. Leur conversation a été interrompue par un petit bruit provenant du berceau. Antoine était réveillé, levant ses petites mains. Ensemble, ils ont soulevé leur fils, le tenant entre eux. Il avait les boucles brunes de Rose et les yeux bleus de Maxime, mais son sourire était uniquement le sien, vif et intrépide, comme son avenir. « Raconte-moi encore », a dit Maxime doucement, « le jour où tu es venu pour la première fois à la clinique. » « Encore ?» Rose s'est moquée. « Tu l'as entendu 100 fois. J'aime entendre comment notre histoire a commencé. » Rose a regardé son mari et son fils, se souvenant de ce jour qui semblait si lointain maintenant. « Eh bien, c'était un mardi matin, et j'avais les pires crampes. Dans les bras de ses parents, Antoine s'est rendormi, en sécurité et aimé. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, et quelque part en Provence, une mère lisait une histoire pour enfants à sa fille, travaillant à reconstruire ce qu'elle avait presque perdu. Et dans une petite clinique de Seine-Saint-Denis, la nouvelle enseigne du docteur Jean-Pierre Dubois a été installée. Clinique Antoine Delacroix. Des soins de santé de qualité pour tous. La vie n'était pas parfaite. Il y aurait toujours des défis, toujours de la croissance et du changement. Mais l'amour, comme Rose le savait depuis toujours, pouvait construire des ponts sur n'importe quel fossé. Élise avait raison ce jour-là au service de néonatologie. Parfois, nos plus grandes bénédictions arrivent dans des paquets inattendus. Parfois, une erreur peut conduire à un miracle. Parfois, la route la plus difficile nous conduit exactement là où nous devons être. 6 mois plus tard, Rose se tenait à un pupitre, s'adressant à une salle remplie de professionnels de la santé et de dirigeants communautaires. Sa fondation venait d'ouvrir sa 10e clinique. « Tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de santé de qualité », a-t-elle déclaré, avec assurance. Tout le monde mérite une chance de construire la famille dont il rêve. Dans le public, Maxime tenait Antoine sur ses genoux, débordant de fierté. Lise était assise à côté d'eux, sa bague de fiançailles du docteur Jean-Pierre Dubois scintillant alors qu'elle applaudissait sa fille. Et au fond de la salle, un journaliste qui avait autrefois écrit des gros titres cruels sur le scandale. Delacroix écrivait quelque chose de très différent. Du personnel de nettoyage à la PDG. Comment Rose Delacroix révolutionne l'accès aux soins de santé. Mais Rose ne se souciait plus des gros titres. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Une famille construite sur l'amour, non sur l'obligation, un but plus grand qu'elle-même et un avenir brillant de possibilités. Alors qu'elle terminait son discours, elle a touché la petite bosse qui commençait à se montrer sous sa robe. Dans quelques mois, Antoine aurait une petite sœur. Il avait prévu de la nommer Espoir, parce que c'est ce dont son histoire a toujours été question, l'espoir et les choses incroyables qui peuvent arriver lorsque vous refusez d'abandonner. Maxime l'a rejointe au pupitre avec un baiser. Prête à rentrer à la maison, Rose a regardé sa famille, tous compliqués, imparfaits et merveilleux, et a souri. « Je suis à la maison », a-t-elle dit, « là où je dois être. » Et elle l'était.